Très bien, alors, vous avez devant vous donc un document. D'ailleurs, je voudrais en garder un si possible. Je peux vous demander celui-là. Non mais celui-là. Surtout, je dois en garder un pour photocopier. Très bien. Alors, vous savez qu'on a lu donc la semaine dernière la paracha de Noach, et c'est une paracha qui donc, nous a parlé évidemment du premier essai d'humanité au niveau de cet avant-déluge, qui va déboucher sur une humanité qui s'est totalement dissolue, qui a été enfouie par ce déluge, et un embryon d'humanité commence à renaître à partir de Noach, ses 3 fils, et ses 3 bruits. Ça, c'est un petit peu l'humanité nouvelle qui se met en place. Et il existe une lecture chassidique au nom du Baal Shem Tov, du verset que je vous ai marqué en tête de document. Au moment où Hachem demande à Noach, pour se protéger de ce déluge qui arrivera dans 120 ans, de construire une arche. Alors le texte nous dit « Veze asher ta'aseruta » voici comment tu la feras. 300 amot, 300 coudées de longueur, Orech HaTeva, 50 ama rorba, 50 amot de largeur, et 30 ama komata, et 30 coudées de hauteur. Donc on a ici 300 de long, 50 de large et 30 de haut, des coudées. Ça c'est la lecture technique de l'arche, les dimensions de l'arche. Sauf que le Baal Shem Tov veut, montrer ici quelque chose d'assez intéressant, une lecture beaucoup plus sophistiquée du même verset, en précisant le fait que Orech HaTeva, Teva veut dire une arche, mais en hébreu veut dire aussi un mot. Donc, c'est avec un tête. Ouais, Teva avec un haïn. Donc, mais c'est la même onomatopée, mais en tout cas, Teva tel que c'est marqué, c'est un mot. Et Shloshimama, excusez-moi, le 30 amas, vous savez que le 30 amas, donc c'est une longueur, et chaque, nombre dans la Torah correspond à une lettre. Voilà, il y a une correspondance entre l'alphabet et ce qu'on appelle les lettres. Le principe de la gematria, ça veut dire que chacune des lettres de l'alphabet a une valeur numérique. Notamment le Aleph c'est 1, le Bet c'est 2, le Gimel c'est 3, c'est très simple. À partir de Yud ça fait 10, Kaf c'est 20, Lamed c'est 30, ouais, Lamed, Mem c'est 40, Nun c'est 50, Samer c'est 60, donc vous faites la suite. On arrive ensuite à Kouf c'est 100, Resh c'est 200 et Shin c'est 300. Alors si on essaie de donner une lettre à ces dimensions en question, en l'occurrence on a Shalosh Me'ot 300, 300 ça correspond à quelle lettre? C'est le Shin, très bien, vous retenez le Shin. Hamishim 50 ça correspond à Nun, et Shloshim ça correspond à Lamed, ça nous fait Lamed, Shin et Nun. Lachon. Donc fais-toi Teva un mot avec un Lachon, avec un langage. À partir de cette remarque, qui est je répète, une lecture non pas littérale, mais une lecture sophistiquée, le Baal Shem Tov veut nous conduire à comprendre qu'il y a ici toute une problématique qui est axée sur le langage, sur la communication, qui se trame dans toute l'histoire de Noach et du déluge. C'est pas anodin, par exemple, que l'enfant principal de Noach s'appelle 3 enfants. Shem, que veut dire Shem en hébreu? Le nom. Ouais, on retrouve encore une fois en filiation cette importance du nom. À partir donc de cette remarque, et si vous voulez lire le texte de cet épisode de la Torah avec le prisme d'une recherche au niveau du langage, alors je vous avais ici un extrait d'un artiste, un philosophe qui s'appelle Henri Bergson, qui a écrit donc un article très connu sur le langage justement. On va le lire ensemble et on va essayer de comprendre un petit peu la problématique de ce maître de la philosophie. Donc je lis, vous avez donc le texte sous les yeux. Enfin, pour tout dire, dit Bergson, nous ne voyons pas les choses mêmes, nous nous bornons le plus souvent à lire des étiquettes collées sur elles. Donc, je répète,
on a du mal à voir les choses, on ne voit que des étiquettes collées sur les choses. Cette tendance, issue du besoin, s'est encore accentuée sous l'influence du langage. Car les mots, à l'exception des noms propres, désignent des genres. Et ce ne sont pas seulement les... Première des choses que fait remarquer Bergson, c'est qu'on a énormément de mal à donner un nom à une chose, dans la mesure où on passe plutôt notre temps à flanquer des étiquettes sur les choses, et ceci pour un impératif de besoin. Je m'explique. Si je vous demandais par exemple de donner le nom d'un chien, on tomberait en général directement sur Médor ou sur Rex. Maintenant, Médor et Rex, pourquoi, je ne sais pas, mais c'est un raccourci qu'on a pris pour rapidement attribuer à un genre qui s'appelle les chiens un nom. Maintenant, quand je dis Médor, certaines d'entre vous pensent, je ne sais pas moi, à une sorte de nom générique, ça ne veut rien dire. D'autres, ça leur rappelle leur première excitation sentimentale d'avoir eu leur premier chien quand elles étaient petites. D'autres, ça va évoquer au contraire une anti-hystérie parce qu'un jour, il y a un chien qui a... ça veut dire que finalement, Médor ne dit rien. Médor, en fait, c'est une sorte de boîte noire et qui va, en fonction de chacune des personnes, évoquer quelque chose de différent. Maintenant, ce que veut dire ici, donc, comment dire Bergson, il veut dire que finalement, on a énormément de mal à, par le biais du verbe, à traduire l'essence d'une chose. Et c'est pas simplement dit, Bergson, les choses. Il dit que ce sont aussi nos propres états d'âme qui se dérobent à nous dans ce qu'ils ont de personnel, d'originellement vécu. Donc, je répète, ce ne sont pas seulement les objets extérieurs, ce sont aussi nos propres états d'âme qui se dérobent à nous dans ce qu'ils ont de personnel et d'originellement vécu. Ça veut dire que même nos états d'âme, on a énormément du mal à donner un mot sur les états d'âme. On va donner un exemple. Quand nous éprouvons de l'amour ou de la haine, quand nous nous sentons joyeux ou tristes, est-ce bien notre sentiment lui-même qui arrive à notre conscience, avec les 1000 nuances fugitives et les 1000 résonances profondes qui en font quelque chose d'absolument nôtre? Ça veut dire que tu peux dire voilà j'aime, mais dans ce j'aime, il ne veut pas dire grand-chose. Ouais, parce que tu peux dire j'aime ma femme, et tu peux en même temps dire j'aime le poisson. Et pourtant, on n'exprime pas du tout les mêmes sentiments, enfin en tout cas j'espère, ouais, entre l'amour du poisson et l'amour entre un homme et une femme. Eh bien ça, on a utilisé le terme amour, c'est un raccourci, mais ce raccourci vient d'une certaine façon nier la complexité du sentiment, comme il le dit de façon très jolie, ouais, les 1000 nuances fugitives, des 1000 résonances profondes qui font que quelque chose est absolument nôtre. Oui. Quelqu'un va dire, voilà, ça j'aime, j'aurais énormément de mal à t'expliquer pourquoi. Je haïs ça, mais j'ai beaucoup de mal à trouver les mots, mais en tout cas, voilà, je te dis, voilà, j'ai un sentiment de haine. Maintenant, vas-y, explique, nuance, comment dire, explicite. Non, j'ai beaucoup de mal par rapport à ça. On a une certaine forme d'opacité par rapport à nos propres sentiments. Nous serions alors tous romanciers, donc il dit, apparemment, les seules personnes qui seraient capables de pouvoir donner le mot juste à un sentiment, à une chose, seraient donc peut-être les romanciers, les poètes, tous musiciens, mais le plus souvent, nous n'apercevons de notre état d'âme que son déploiement extérieur. Tu peux sentir un sentiment de haine, mais tu n'arriveras pas à le définir. Nous serons alors... nous ne saisissons de nos sentiments que leur aspect impersonnel, celui que le langage a pu noter une fois pour toutes, parce qu'il est à peu près le même, dans les mêmes conditions pour tous les hommes. Ainsi, jusque dans notre propre individu, l'individualité nous échappe. On a énormément du mal à pouvoir nous définir nous-mêmes. Nous nous mouvons parmi des généralités et des symboles, comme un champ clos, où notre force se mesure utilement avec d'autres forces. Ouais, finalement, vient dire Bergson, un petit peu le type de dialogue qu'on peut avoir dans la vie. Comment ça va? Ça va, Baruch Hashem. Et toi? Ouais, Baruch Hashem, super. Une sorte de langage normatif qui veut rien dire, qui est une façon de vivre en société. C'est un besoin, ouais. On va rester muet. Ouais. Parce que je pourrais par exemple me dire, non, je ne vais pas te répondre à cette question, comment ça va, parce que assis-toi ici, ça prend 2 heures pour que je t'explique exactement ce qui se passe. Non, on n'a pas le temps, ouais, on est efficace dans la vie.
Donc c'est toujours Baruch Hashem, comment ça va, lol, smile, ouais. On se cantonne de ça parce que c'est un besoin, un petit peu comme ces fourmis qui ont besoin de transmettre rapidement des informations. Grain de blé à droite, monte un peu, ouais, c'est un peu le langage des fourmis, c'est un petit peu ça, on n'a pas le choix. Et donc finalement, on rentre dans une certaine forme de, comment dire, d'incapacité de définir un sentiment et une chose. Il y a une question? Non, je vais dire, c'est aussi parce que quand l'autre va poser la question comment tu vas, est-ce qu'il s'attend vraiment à... Il n'attend pas non plus. Pourquoi? Parce qu'on s'est habitué. Il veut pas avoir la même réponse. On s'est habitué à être dans une pseudo-communication, évidemment. Oui, donc c'est tout un. Mais d'où ça vient? De notre incapacité majeure à pouvoir dire des choses. Dire des choses. Et fasciné, je continue, fasciné par l'action, attiré par elle comme on est fasciné par le monde de la production, de l'action, pour notre plus grand bien, sur le terrain qu'elle s'est choisi, nous vivons, regardez-moi, c'est magnifique, dans une zone mitoyenne entre les choses et nous. Extérieurement aux choses, extérieurement aussi à nous-mêmes. Mais de loin en loin, par distraction, la nature suscite des âmes plus détachées de la vie. Je ne parle pas de ce détachement voulu, raisonné, systématique, qui est œuvre de réflexion et de philosophie. Ça veut dire, il y a une possibilité peut-être d'échapper à cet état d'étrangeté en, comment dire, en étant, alors, en faisant un effort de recherche, mais attention, pas une recherche philosophique lui-même, donc le dit, donc pas en tant que philosophe, c'est-à-dire, c'est pas la démarche philosophique qui va nous permettre de pouvoir effectivement parler. Je parle d'un détachement naturel, inné à la structure du sens ou de la conscience, et qui se manifeste tout de suite par une manière virginale, en quelque sorte, de voir, d'entendre ou de penser. Si ce détachement était complet, si l'âme n'adhérait plus à l'action par aucune de ses perceptions, elle serait l'âme d'un artiste comme le monde n'en a point vu encore. Elle excellerait dans tous les arts. Donc il dit apparemment la seule personne qui pourrait se mettre à parler et à décrire et à vivre par le biais de cette parole, ce serait une sorte de génie. Ouais, mais un génie non pas parce que c'est un génie qui a beaucoup réfléchi comme Bergson, mais une personne qui se laisserait tout simplement surprendre par la nature des choses. Donc apparemment, donc, ce que veut dire ici Bergson, c'est qu'on est, il baisse les bras, ça veut dire il rend les armes. On est dans une opacité, double opacité par rapport au langage. Le langage ne fait que poser des étiquettes sur les choses et des étiquettes sur nos sentiments. Ça, c'est le constat d'un maître de la philosophie, qui est pour moi juste un point d'introduction pour attaquer donc c'est une nouvelle lecture de la Tour de Babel, donc de tout ce qui s'est passé. Et donc je répète, comme on l'a dit en introduction, apparemment il y a une trame essentielle au niveau du langage qui est en train de se jouer, et c'est ça qu'on va essayer de découvrir ici. Alors, je vous lis donc les versets. Hein, je prends un petit verre de whisky, je lave ma bouche de ces références, et on se remet dans les versets. Alors, le texte nous dit la chose suivante, donc j'ai compris le texte volontairement pas au début de l'histoire de la Tour de Babel, mais 2-3 versets avant, enfin il y a toute une dizaine de versets avant, qui nous parlent du déploiement des familles, des enfants de Shem, de Ham et de Yépheth, qui vont constituer le deuxième embryon de l'humanité, puisque le premier a été noyé dans le déluge. Et donc là, je me mets devant je vous évoque un peu ce déploiement de l'humanité, qui vont tous se répandre à travers la map monde, et chacun dans des géographies différentes, dans des villages différents. Et le texte nous dit, et les Béné Shem, donc j'ai pris que la descendance de Shem, mais il y en a plein d'autres, Shem, Ham et Yépheth, et les Béné Shem, les Mishpechotam, les Ilshonotam. Voici donc les enfants de Shem, les Mishpechotam, répartis en familles, l'Ilshonotam et leur langage. Donc on peut imaginer qu'en fonction de la géographie, chacun va avoir un langage propre, un dialecte, un patois. Be'artsotam, chacun dans son pays, les Goyéhem et leur peuplade. Donc on voit ici, la Torah nous décrit ici un déploiement extrêmement classique de l'humanité. Les gens qui parlent français, anglais, russe, tout ça, ça dépend un petit peu de notre positionnement géographique. On s'est mis dans des contrées, on s'est mis à vouloir parler ensemble. Et en parlant ensemble, on avait besoin de définir une chose. Ouais, je voyais une table devant moi, j'ai dit j'ai commencé un petit peu à baragouiner. Et puis depuis, j'ai dit table. Moi je dis table, tu dis table, on est d'accord, ok, bon, on appelle ça une table. C'est ce qu'on appelle Askamatouma, dit le Ran, Rabbeinu Nissim, un maître du Moyen-Âge, dit que toutes les langues, à part le Lashon Kodesh, à part la langue de la création, toutes les langues sont des Askamatouma. C'est un accord
entre deux personnes. Donc si on se met d'accord d'appeler ça table, on appelle ça table. Si on se met d'accord de parler en verlan, on parlera en verlan. Ouais. Ouais. Ça s'est cassé, alors on dira ça s'est séca. Ouais. Il y a de plus en plus de jeunes qui parlent en verlan. Et on veut parler en rap, on a qu'à parler en rap. C'est après une question de, comment dire, on se met d'accord. C'est intéressant, il paraît qu'à l'Académie française, ils sont en train d'accepter certains jargons. Ouais, il paraît qu'il y a une certaine on commence à accepter certaines façons de parler. Ouais, donc en fait, Renaud, qui avait l'air totalement, à l'époque, avec des paroles un petit peu en argot comme ça, va commencer peut-être mettre ses pieds à l'Académie française. Ouais. En tout cas, Razvé Shalom, non, je rigole, c'est une blague. C'est une blague. Non, mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a une évolution des langues qui est due en fait à l'accord entre les nations, donc Askamatouma, c'est-à-dire on se met d'accord. On aurait pu appeler ça un perroquet, cela dit à la table, hein, on aurait pu appeler un perroquet, et puis l'inverse. Ça, c'est le déploiement de l'humanité. Maintenant, regardez la suite du verset. Donc, après le verset numéro 32, on a un nouveau chapitre dans la Torah, donc c'est le verset numéro 1. Le texte dit Vayi kol haaretz safa achat udvarim achadim. Toute la terre avait une même langue, udvarim achadim, et des paroles semblables. Ça veut dire la même chose. Alors, déjà, quelle est la nuance entre une même langue et des paroles semblables? On va essayer d'expliquer par Rashi. Mais avant ça, et c'est très important de commencer, à mon sens, l'épisode de la Tour de Babel, avec ce contraste entre les versets qui précèdent et ce verset. Quel est le contraste majeur ici? Entre les versets 31-32 et le verset numéro 1. Au départ, Ça sous-entend qu'il y a plusieurs langages, plusieurs... Au début, il y a plusieurs langages, ce qui est tout à fait normal, et puis d'un coup, on nous flanque Pareil. une seule langue. Ouais, comme si d'un coup, tout le monde s'est mis à l'unisson au niveau des langues. On est d'accord par rapport au contraste? Ouais. Et donc déjà, d'ores et déjà, c'est un petit peu bizarre de voir ce contraste. Alors, soit on va rentrer dans un anachronisme, que la Torah fait une focalisation sur une période qui était ultérieure ou bien précédente, mais j'ai vu aucun maître du Moyen-Âge qui évoque cela. Et donc, si c'est pas ça, donc peut-être qu'il y a ici... Oui, une question? non, le Rav Shoshana avait dit qu'à l'époque, c'était comme maintenant l'anglais. L'anglais, c'est devenu une langue internationale. À l'époque, c'était la langue à Kodesh, qui servait de langue pour unir tous les différents peuples. Oui, mais vous comprenez le contraste, ça ne rend pas compte du contraste. Si effectivement on débute l'étude à partir du verset, alors évidemment on voit Safarad, Rashi va dire la Shana Kodesh, mais je dis que ça jure de façon majeure par rapport à ce qui précède. Comment d'un coup la Shana Kodesh s'est imposée comme étant l'anglais? C'est bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a toujours été la langue commune pour tout le monde, et chaque peuple avait leur propre langue. C'est ce qu'il a expliqué. Ouais, alors c'est une possibilité de lire comme ça, mais on peut lire autrement. On va voir qu'on peut lire autrement. En tout cas, je suis sûr, c'est que si je suis dans un monde qui est polyglotte, et puis d'un coup le verset me dit le monde n'a qu'une seule langue, soit c'est un anachronisme, soit je peux éventuellement envisager le fait que c'est une langue. Alors, Safarad, de dire que c'est la Shona Kodesh, c'est Rashi, mais tous les Juifs ne sont pas d'accord sur Rashi. Je vais partir du principe que c'est pas forcément la Shona Kodesh. C'est peut-être une langue qui va émerger et qui nous donnera l'illusion qu'il y a une seule langue dans le monde. Je répète. C'est peut-être une prestidigitation. Il y a encore dans le monde des centaines de langues, des centaines de dialectes, des millions de patois, mais ici, dans ce qui va nous concerner au niveau de la Tour de Babel, il y a peut-être une sorte d'illusion de langue unique. La première démarche pour commencer les versets. Alors, deuxième point, je vous ai marqué ici en bleu le Rashi, de façon à ce que les choses soient claires. Le Rashi va s'attacher à l'expression, donc on a dit une seule langue, on a posé la question, mais si c'est une seule langue, donc forcément, les paroles sont semblables. Pas forcément, parce qu'avec une langue, je peux avoir des paroles diverses. Je peux avoir une pluralité de paroles. Donc, Rashi va rendre compte de l'expression Dvarim Achadim, le deuxième mot stabiloso, en rose. Le texte nous dit, donc, que veut dire Dvarim Achadim? Trois sens qui sont donnés par Rashi. Rashi va donner trois sens, et lorsque Rashi donne trois sens, au niveau de la démarche de l'étude, ça veut dire que chacune vaut son pesant d'or, mais a sa difficulté. Et donc il va essayer d'embrasser le sens de Dvarim Achadim par trois canaux différents. Première des choses, dit Rashi, ils sont tous venus avec un même dessein. C'est quoi Dvarim Achadim? Ce sont des paroles qui sont Achadim. Echad veut dire unifié. Ça veut dire que ce sont des paroles consensuelles. Il y avait un consensus dans cette peuplade qui était dirigée par Nimrod, et ils ont dit, c'est quoi le consensus? Dieu n'avait pas le droit de s'attribuer de manière exclusive le monde supérieur.
Le monde supérieur donc appartient à Hachem et il a légué le monde inférieur aux hommes. Disent ces personnes, c'est pas normal ce partage. On n'est pas d'accord avec ce partage. Montons au ciel et faisons-lui la guerre. Pardon. D'où cette fameuse tour de Babel, qui est donc ce projet, c'est incroyable, de monter jusqu'au ciel pour tout simplement aller faire la guerre à Hachem. Alors, la première des choses, il y a ici donc auprès de cette peuplade, on est tous d'accord sur le fait que la partition mise en place par Hachem est une partition injuste. Et comme on n'est pas d'accord avec le management d'Hachem, c'est pas qu'on ne croit pas en Hachem, on croit tous en Hachem, mais ce management, cette partition du monde ne nous sied pas. On va monter là-haut, lui faire la guerre, on va montrer qu'on n'est pas d'accord avec lui. Première, donc, et ça en fait Varim Achadim, ça veut dire c'est une seule langue qui sonne à l'unisson. On est dans le consensus. Deuxième sens de Rashi, Dvarim Achadim davaracher al yechido shel olam. Ils ne sont pas d'accord al yechido shel olam sur l'unicité d'Hachem. Donc on est dans une démarche cette fois-ci non pas de donner des comptes, enfin d'être en révolte par rapport au mode de management, mais peut-être qu'il n'y a pas qu'une seule divinité. On va commencer petit à petit à laisser la place au début de la Avodah, au début de l'idolâtrie. Deuxième lecture de Rashi. Troisième lecture de Rashi, troisième possibilité d'interprétation du terme Achadim. Donc Achadim, premier sens, c'est des paroles consensuelles. Deuxième sens, des paroles contre l'unique. Varim Achadim, c'est tantôt des paroles consensuelles, tantôt des paroles contre l'unique. Troisième lecture, Davar Acher, ils se sont dit, le monde subit un cataclysme comme cela a été le cas lors du déluge, une fois tous les 1656 ans. Nous allons donc nous construire des remparts pour soutenir le firmament. Ça veut dire, ils ont dit voilà, le monde est écrit en l'an 0. En 1656, Hachem abat un déluge dans le monde, il ouvre les cataractes du ciel et il laisse, comment dire, jaillir les eaux d'en bas. Ça crée un déluge terrible. Et ça, c'est marrant, mais c'est en l'an 1656 du calendrier juif. Ils disent donc, il y a ici une périodicité, que tous les 1656 ans, ça explose, c'est tsunami. Donc on va créer une attelle aux cieux, de façon à ce que les cieux ne se cassent pas la figure. C'est ce que dit ici le texte. Ouais. Et c'est quoi, comment dire, Dvarim, où ça rentre dans les mots Dvarim Achadim, ouais. Des paroles, non pas sur l'unique d'Hachem, mais sur le Echad, une fois. Il y a eu une fois un déluge, une fois tous les 1156 ans, donc il y a une périodicité de une fois tous les, eh bien on va aller contre ce cataclysme, cette punition d'Hachem. Eh bien, pour éviter cette punition d'Hachem, eh bien, on va mettre une attelle. Alors ça ne nous concernera pas forcément, puisque ce sera la prochaine fois qu'il y aura un problème, ce sera dans 1656 ans. Qui dans la vie pense à dans 1156 ans? Voilà. En général, on n'a pas de... Donc, ils ont une vue extrêmement loin dans l'histoire, et ils décident de mettre une attelle pour les cieux, donc ils vont construire cette tour, non pas pour les... Pardon? C'est Rachid qui dit ça. C'est Rachid, je ne pourrais pas me permettre de... Alors, c'est vrai que c'est bizarre. Ouais, vous ne connaissez pas ce Rachid, hein? Nous, on a appris au Talmud Torah plutôt l'histoire de la guerre avec ces bonhommes. Mais Rachid amène donc un... Rachid, il se fait le... Comment dire, il véhicule le Midrash, évidemment, le Midrash Rabbah. Mais en tout cas, il y a un Midrash comme ça. Et c'est vrai que les deux premières explications ont l'air proches de ce qu'on connaissait déjà, mais à part ça, on va dire, on entend l'idée. On entend l'idée d'une humanité qui a envie d'avoir une certaine indépendance par rapport à Hachem, on va lui faire la guerre, on n'est pas d'accord avec son management. Ça s'entend au niveau de l'évolution de l'homme. Ouais, un homme qui devient de plus en plus prométhéen. Ouais, c'est l'idée de Prométhée, finalement, dans la mythologie. Premier sens. Deuxième sens, d'avoir Hachem à l'Irélujalem, ça c'est très classique. Ça veut dire petit à petit, les gens en ont marre d'avoir Hachem sur eux. Ils préféraient rentrer dans un système d'Avodah Zarah dans lequel c'est pratique l'Avodah Zarah. Quand tu as besoin du soleil, ben, tu sacrifies un enfant et tu as le soleil. Ou quand tu as besoin de la pluie, tu as la pluie. Bref, ça paye bien l'Avodah Zarah. Et donc, on peut imaginer qu'il y a une sorte de dérive d'ores et déjà. En revanche, troisième idée de cette périodicité, d'abord, c'est intéressant. Il peut y avoir une période dans la vie, encore faut-il avoir au moins 2 points. Ouais, principe des, comment dire, des périodes, il faut au moins 3 points, c'est-à-dire il y a le 0, 1156, il aurait fallu avoir 1156 plus 1156, on aurait eu donc 2 périodes, et là à la limite on peut se dire, tiens c'est bizarre, la dernière fois c'était 1156, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, et encore c'est pas tout à fait, on n'est pas tranquille, puisque
encore faut-il avoir encore un troisième point pour avoir une chazaka 3. Chazaka en général c'est 3 fois. Ouais, lorsqu'une bête va encore naître, une bête qui est sympathique, gentille, va mordre une première fois, une deuxième fois, au bout de la troisième fois on dit bon bah, écoute là maintenant ça s'appelle un taureau en corner. Avant c'est un taureau qui était sympathique, maintenant c'est un corner. Il faut 3 fois pour établir une chose. Donc là c'est intéressant. Au bout d'une seule fois, ils ont déjà établi une règle. Mais t'en sais rien, c'est une exception. Pourquoi c'est beaucoup plus facile de dire que c'est une exception plutôt que de dire que c'est une règle. Donc là il y a aussi un truc bizarre. Et puis surtout, le côté un petit peu Walt Disney, excusez-moi le qualificatif, d'une tour qui va servir, comment dire, d'attelle aux cieux. On sait que les cieux c'est quelque chose de très... Enfin, c'est de la vapeur, quoi, c'est de l'eau. Ouais. Donc on a énormément de mal à comprendre qu'est-ce que veut nous signifier ici Rachi. Ouais. On n'est pas là pour faire des contes de Grimm, et encore au moins dans les contes de Grimm, il y a quelque chose à apprendre, quoi. Il y a toujours une morale. Là, il faut bien comprendre ce que veut dire Rachi. Alors, le but de l'opération, je vais essayer de vous amener donc 2 lectures possibles de cette histoire. On va se laisser guider par la suite des versets, qui vont nous renseigner sur pas mal de choses. Et donc je vous proposerai 2 démarches pour comprendre ce texte, donc c'est riche aujourd'hui. On aura 2 démarches, alors, je continue le texte. Donc ces personnes en question, qui étaient dans un consensus, or en émigrant de l'Orient, les hommes avaient trouvé une vallée dans le pays de Shinar, ils s'étaient arrêtés. Donc ils s'arrêtent là-bas, ils se mettent dans une sorte de plaine, comme ça, d'une vallée. Ils se dirent l'un à l'autre, faites bien attention en hébreu, je vous ai mis du stabilo, c'est pas des gribouillages de ma fille, ce sont des volontaires. Vayomru ish el re'eu, chaque individu dit à l'autre. Abba, nilbena leveni. Préparons des briques, venisrefa lisrefa, et cuisons-les au feu. Vaiteilahem à levena lehaven, et la brique leur tint lieu de pierre, vers Chemar, et le bitume, ayalahem les chomer. Lorsque je lis en français, pour l'instant, on voit en français tout simplement la transformation d'un produit. Ça veut dire qu'on passe de briques à une pierre qui va nous permettre d'être ce qu'on appelle le premier embryon de la maçonnerie, si vous voulez. Et on passe donc de bitume à un mortier. Bon, jusque-là, ça va, ça s'appelle le début de la production industrielle. Pour l'instant, ça ne me gêne pas. Sauf que si vous faites bien attention à tout le stabilo vert et bleu, vous verrez qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant. Regardez. Ça commence par Abba Nilbena Levenim. Faites bien attention. Abba Nilbena Levenim. On a les mêmes consonances. Même lettres, oui, mais parce que c'est les mêmes consonances. Il y a une notion d'onomatopée. On entend les mêmes mots, les mêmes sons. Abba Nilbena Levenim. Je continue. Venisrefa Lisrefa. Ouais. Et on va, les cuire au... Littéralement, si je devais le traduire en français, j'aurais dit et cuisons-le au cuiseur. Au cuiseur, pardon. Ouais. Ou bien briquons des briques. Ouais, je vais le dire de façon grossière pour que vous entendiez un petit peu, que ça fasse l'effet qu'on devrait avoir si on connaissait bien la chose de Kodesh. Donc, briquons des briques, cuisons-les au cuiseur, et la brique est devenue un bricot, on va dire au lieu de pierre, on va dire bricot, et le bitume est devenu bitumier. Voilà ce qui est marqué ici. Ouais, alors, vous avez la traduction jolie du rabbinat, mais littéralement, il y a tout l'aspect, le charme de l'onomatopée qui a été oublié par la traduction, ils n'ont pas le choix. Je vous ai dit des barbarismes, moi, c'est n'importe quoi ce que je vous ai dit, mais c'est juste pour que vous entendiez l'idée. Oui, oui. Et si je vois un verset qui manipule tellement d'onomatopée, ça veut dire qu'il y a des recherches ici volontaires de la Torah. Ouais, c'est volontaire, c'est pas anodin. Il y a suffisamment de mots dans la Torah pour être un peu plus... On aurait pu très bien imaginer... Venisrefa, on va les cuire. La our, au fourneau. On va dire le our, comme our kasdim, ouais. Donc on va la mettre au fourneau. Pourquoi le texte a voulu, la Torah nous signifie ici, qu'il y a, une sorte de recherche d'onomatopée. Ça c'est le premier point qu'il faut essayer d'attraper. Vayomru Abba Nivne, donc, ils ont donc maîtrisé la transformation des briques en pierre, donc ils ont déjà un début de maçonnerie possible. Vayomru Abba Nivne Lanu'ir. Vous savez quoi, venez, on va se construire une ville, au Migdal, et une tour, au Verosho Bashamaim, avec la tête dans les cieux. Venaase Lanu Shem. Faites attention. Et on va se faire un nom. Shem, encore une fois, la problématique du langage, le nom. Ben Nafut Selpene Haaretz, de peur que nous soyons tous dispersés sur la surface de la terre. À votre avis, tel que le verset le précise,
quel est l'objectif de cette ville et de cette tour? De rester réunis. Ouais. Ça veut dire que l'avantage d'une tour, c'est que ça me permet de me repérer. À l'instar d'un phare dans une mer houleuse, si tu as un point qui est grand, il faut qu'il soit grand, parce que finalement, plus tu t'éloignes, plus tu risques de perdre, tes repères. Et donc, j'ai, moi, un repère qui va jusqu'aux cieux, ouais, jusqu'aux cieux, qui me permet de simplement m'affilier à la ville. Ça, c'est ma ville. Ouais. Je dis Paris, la Tour Eiffel. Voilà, comment on définit Paris? La Tour Eiffel. Beaucoup plus que la pyramide du Louvre, ouais. Parce que la Tour Eiffel est la plus grande. Et plus que la Tour Montparnasse, parce que voilà, il y a une histoire dans la Tour Eiffel. Et voilà, la Statue de la Liberté, c'est pour les States, c'est pas pour le New York. Ça veut dire que finalement, tu as un monument gigantesque qui te permet de t'affilier. Ouais, c'est ma ville, ça. C'est ma ville. Et donc, c'est pratique et ça nous permettra d'éviter d'être dispersés. Si on a un point commun, on a un élément consensuel qui nous lie. Qui nous ramène. Ouais, qui nous permet de ne pas subir le problème de la mondialisation. On est en pleine, c'est très récent, enfin c'est très actuel comme thème. Tout le thème de la mondialisation, au moins nous on a quelque chose qui nous relie. Et c'est intéressant, Vénazul Lushem, on va se faire un nom. Un nom, alors les maîtres du Moyen-Âge veulent dire qu'il s'agit d'une avodazara, d'une certaine forme d'avodazara, mais littéralement il n'y a qu'un nom, juste un nom, ça veut dire on a, un point commun qui nous lie à tous. Ouais, les Parisiens, les New-Yorkais, ouais, le club de telle et telle chose, on est lié par quelque chose et on a un effigie par rapport à ça. Ça c'est l'entreprise humaine. À partir de maintenant, là c'est numéro 5, commence la réaction d'Hachem. Vayered Hachem, les rois et Taïr, et Migdal. Hachem descend pour voir la ville et le Migdal et, la tour. Hachem Bene Adam, que les enfants de Adam ont créé. Ouais, les enfants de Adam Arishon ont créé. Voici un peuple uni et une seule langue pour tous. Donc il observe le consensus. C'est ça qu'ils ont commencé à construire. Je ne vais pas leur laisser faire la suite. Donc ils ont commencé à monter leur tour. Je ne vais pas leur permettre de pouvoir faire ce qu'ils voulaient faire. Je les bloque dans leur initiative. Mais ça commence par dire, attention, c'est un peuple uni, avec une seule langue, et un peuple uni, et une seule langue, précise. Il y a un monde consensuel ici, je vais bloquer ça. Je vais empêcher leur entreprise. Abba Nerda Venavla, faites attention, venons, descendons, donc c'est la façon, modeste qu'Hachem de parler, comme s'il associait avec lui les anges. Venavla Sham Sfatam, on va embrouiller leur langue. Ashalo Ishmaou Ish Sfatreu, de telle façon que personne n'arrivera à comprendre personne. Le Midrash va donner l'exemple qu'ils étaient sur un chantier, et puis il dit amène-moi un marteau, l'autre il amène un perroquet. Et je dis un marteau, ils n'arrivent pas à parler. Ouais. Mettez un chinois avec un hébreu, ils ne connaissent pas l'anglais, c'est la folie quoi. Comment ils vont parler? Alors soit ils sont italiens, ils parlent avec les mains, mais sinon c'est compliqué. Donc, Ashalo Ishmaou Ish Sfatreu, Hachem va les disperser de là-bas, Alpene Kolaret, sur toute la surface du globe. Et ils, s'arrêtèrent de construire cette ville, Alken Karashema Babel. C'est pour ça qu'on appelle cet endroit Bavel. Attention, Bavel, c'est l'Irak. Kisham Balal Hachem, Bavel Balal. Encore une fois, un jeu au niveau de l'onomatopée. Sefat Kol Haaretz, Hachem a confondu tous les langages, les dialectes des gens. Au Misham Efitzam Hachem, Alpene Kol Haaretz, et à partir de là, il les a, répandus de partout. Alors voilà, ça c'est le texte. J'ai plusieurs objectifs dans ce texte. De le comprendre, c'est pour plusieurs raisons. Première des choses qu'il faut comprendre dans ce texte, c'est les 3 pshatim de Rashi, qui a l'air... le nœud de tout le texte, c'est Dvarim Achadim. C'est quoi Dvarim Achadim? Il y a une seule langue et des paroles uniques, unifiées, consensuelles, contre Hachem. Il faut comprendre ce Dvarim Achadim. Ça, c'est l'enjeu essentiel. Maintenant, il y a un mouvement dans le texte. Il y a d'abord une sorte de chute vertigineuse. On passait d'avant ce texte à un monde qui était polyglotte, à un monde qui devient d'un coup monoglotte, une seule langue. Bon, première chose, chute vertigineuse. Deuxième chose, il y a une entreprise humaine, d'un groupe de gens, qui maîtrise le premier processus de la production de la pierre, qui elle permettra de construire une tour. À partir de cette réussite du premier processus, ils envisagent de construire une tour. Oui, une tour, une gigantesque tour. Et Akadosh Baruch Hu intervient.
et va bloquer le processus. Ça, c'est les 3 mouvements du texte essentiel. Et on a fait la remarque suivante, il y a en permanence dans la Torah un jeu, J-E-U, au niveau des, des onomatopées. Et j'ai remarqué cette année, c'est un shiur en fait que j'avais fait avec un ami qui s'appelle Rav Grandstein, enfin Moshe Grandstein, on avait travaillé sur ce texte, et j'ai découvert cette année quelque chose d'assez incroyable parce qu'au moment où Hachem demande à Noach de construire son arche, alors qu'on a traduit par mot, Teva c'est une arche mais c'est aussi un mot, alors il lui dit, chapitre 6, verset numéro 14, Aselecha Tevat, Atse Gofer, avec du bois de gopher, et donc c'est un bois de gopher, je sais pas c'est quoi le gopher, je sais pas c'est quoi comme arbre. Kinim ta'ase et teva, tu feras des cellules dans chacune des teva, vechafarta otam ibayit umachutz bakofer. Donc je répète, c'est du bois de gopher et que tu vas, donc cette arche, il sera en bois de gopher, donc c'est des lattes de bois de gopher, mais qui vont être enduites de gopher. Et le gopher, c'est la chaux. C'est la même chose qui a, qui enduisait l'extérieur de du couffin de Moshe Rabbeinu et pas l'intérieur, parce que comme ça sent mauvais. Alors l'extérieur était comme ça, mais l'intérieur n'était pas comme ça pour ne pas que le tzaddik Moshe sente une mauvaise odeur. Donc c'est de la chaux, je crois que c'est NaOH en chimie. En tout cas, peu importe. Mais regardez, c'est intéressant. Tu prends du bois de gopher que tu enduis avec du gopher. Gopher. Et alors ok, il y a encore un jeu de onomatopée, mais ce qui est incroyable, c'est presque un forçage. Pourquoi c'est un forçage? Parce que Rashi nous dit gopher, la chaux, il dit, j'ai vu cette semaine ce Rashi qui m'a renversé, il dit zefet belashon arami. C'est de la chaux, zefet, en hébreu on dit zefet, c'est de la chaux. Mais là, c'est un mot araméen qui a été utilisé. Ça veut dire, d'après Rashi, la première fois que la Torah utilise un vocable non juif, enfin non lachon hakodesh, et c'est pas la première fois, c'est la première fois au niveau, la première occurrence, il y en aura plein d'autres. Ouais, il y a plein de fois où la Torah utilise, l'araméen. Pas que l'araméen, le grec aussi. Le grec, donc c'est pas gênant que la Torah utilise du non lachon hakodesh. Mais la première occurrence, c'est à ce moment-là, on aurait pu très bien dire de recouvrir avec du zéphet, c'est-à-dire la chaux. On est allé chercher dans la Torah un lachon araméen. Et je dis, mais pourquoi? Pourquoi tu as besoin ici spécifiquement? Réponse, j'ai l'impression qu'encore une fois, comme par hasard, il y a une notion de gopher et kofer. Ouais. Ça s'entend la même chose. Et donc il y a une sorte de jeu d'onomatopée, de consonance qui est joué ici. Ça, ce sont les remarques qu'on a fait sur le texte. Alors, je vous propose maintenant, dans ces démarches, dans la lecture des choses, il faut comprendre pourquoi Hachem intervient. Qu'est-ce qu'il y a de mal à créer un consensus? Si je prends pas Rashi, tel que je lis le texte des versets, sans l'histoire de la tour contre Hachem, il faut comprendre pourquoi Akadosh Baruch Hu a besoin de stopper cette production d'une arche, qui semblerait être, tel que c'est marqué dans le verset numéro 4, et là pour tout simplement nous servir de repère. On a une humanité de gens qui s'entendent, qui sont dans un consensus. Et ce consensus, c'est éviter la mondialisation. Dans ce consensus, il dit de créer une tour qui va nous permettre de se repérer dans la vie. Tu as besoin d'un sigle, d'un fanion. Tu fais partie du club. Et Akadosh Baruch Hu voit ça, il dit ok, regardez le constat. En Amechad, c'était un seul peuple. Et ça jure, ce Amechad est là pour jurer par rapport à la civilisation avant le déluge, qui elle était marquée par le Hamas, c'est-à-dire le vol. Et comment dire, ça n'a pas changé d'ailleurs depuis lors, c'est toujours le même héritage. Donc c'est un monde qui était basé sur la négation de l'autre. C'est pas voler à quelqu'un, ça veut dire je nie ta propriété, je nie se tuer aussi. Eh ben, c'est un monde maintenant qui est uni. Donc Baruch Hashem, cette humanité qui a été engloutie, ça a servi au moins à quelque chose, parce que maintenant on est en train d'accoucher une humanité qui a fait tchouva, qui est en train de s'unir. Et dit Rashi, et dit le texte pendant Vesafa Achad le Kulam, et il y a une seule langue. Mais ça c'était en trop, il fallait dire voilà, il y a un peuple, bien qu'il y ait un peuple, je vais bloquer tout ça, je vais les bloquer dans leur entreprise. Pourquoi on précise Vesafa Achad le Kulam? Tout se passe comme si, c'est parce qu'il y a Safa Achad le Kulam qu'Akadosh Baruch Hu décide d'intervenir. Là, lorsque le texte, verset numéro 6 nous dit la chose, on va aimer Hachem.
Et il dit, voici un peuple uni, tous ayant une même langue. C'est ainsi qu'ils ont pu commencer l'entreprise, et dès lors, tout ce qu'ils ont projeté leur réussir également. Vous avez entendu? Je ne peux pas leur laisser faire ça. Ça va continuer comme ça. Ah oui, parce que dans une autre période de l'histoire, je ne me rappelle plus laquelle, il y avait Hachem aurait détruit s'il y avait une mésentente entre les hommes, mais tant qu'il y a une bonne entente, il laisse faire les choses. Ouais. Et d'ailleurs, il ne va pas les détruire, il va juste les disperser. Mais, je dis ok, mais quel est ton problème, Hachem? Ils sont unis, ils ont un projet anti-mondialisation. Qu'est-ce que tu leur veux alors? Deux démarches. La première démarche, c'est la démarche la plus classique qui existe, celle du native, de beaucoup d'autres personnes. Native, c'est fin du 19e, début du 20e. Moi, c'est la chose suivante, que ça fait Achat, une seule langue. En fait, compte, comme on l'a dit en remarque, c'est un mirage. Il n'y a pas une seule langue, il n'y a que des langues. Mais un groupe d'oligarques décide de tout simplement prendre le dessus sur le peuple et donne au peuple une illusion d'une langue unique avec un consensus, et ça l'idée d'une safarat, une seule langue, qui ne fait naître que dvarim achadim, que des paroles consensuelles. La plus belle illustration au niveau littérature de ce que va dire le native, c'est George Orwell dans 1984. Ouais, je ne sais pas ceux qui ont lu ce livre, qui est génial. On va comprendre le danger de tous les systèmes, et tous les systèmes, peu importe où ils se trouvent. Alors, c'est un système qui se met en place, qui va être basé sur la possession par une oligarchie d'une domination de tout le peuple par une oligarchie. Et pour dominer, alors l'idée est la suivante, c'est qu'on va s'entendre sur un projet consensuel qui s'appelle donc construire une tour, et on va mettre en place les premiers embryons de production qui sont donc cette transformation des briques en pierre, donc ces micro-transformations. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'apparemment donc ça marche, on arrive à construire du bitume, enfin du mortier, on arrive à construire des choses, mais qui plus est, on fait croire qu'il existe une certaine poésie dans cette production. Ça veut dire, il y a presque quelque chose d'enchantant là-dedans. Regardez comment c'est magnifique. On a pris des briques, on a fait des bricons, alors en l'occurrence c'est briques en pierre, mais regardez comment c'est magnifique, ça sonne. Ça sonne. Aban il benal levenim. C'est magnifique, regardez un petit peu comment la production comporte en elle des éléments d'harmonie. Ça, c'est le piège dans lequel on place la population, qui a l'impression que tout ceci est en train de chanter. C'est joli, c'est poétique, mais fondamentalement, la production est que piètre. Il ne faut pas s'appeler Léonard de Vinci pour passer d'une brique à une pierre. Il n'y a pas quelque chose de génial là-dedans. Ouais, ce n'est pas une métamorphose fantastique, mais il maquille la chose avec ce jeu de mots, Aban Ibn al-Evenim, Venisrefa, Lisrefa, Levena, Leven, pour faire croire qu'il y a quelque chose de génial là-dedans. Tout se passe comme s'il y a une adéquation entre le langage et la nature, et la production à partir de la nature. C'est une sorte d'univers qui a l'air magnifique, mais qui est tout simplement d'une pauvreté colossale. Vous comprenez le jeu qui est mis en place? Et ça qui comporte aussi un risque. Alors, le risque c'est quoi? C'est que finalement le langage est utilisé exclusivement à des fins techniques. Un petit peu comme disait Bergson au début, c'est que finalement il y a un besoin. Il y a un besoin qui s'appelle la production. Maintenant, écoute, on va appeler, au lieu d'appeler une chose une brique, on va appeler A, B, C, D. On va fonctionner en langage machine. Oui, parce que c'est pratique, parce que ça va beaucoup plus vite, on va pas commencer à se prendre la tête avec des nuances. Ça, c'est, le principe de toute forme de totalitarisme. On fonctionne avec des slogans, des grandes boîtes noires dans lesquelles on met un peu tout et un peu n'importe quoi, mais ce qui est important, c'est que les choses fonctionnent. Un Volk, un Reich, un Führer, ça fonctionne. Il suffit de quelques mots pour faire fonctionner toute une société entière. Et ça, donc, c'est la démarche classique, classique par rapport à cette paracha. Et donc, on comprend maintenant que lorsqu'ils décident, une fois qu'ils ont maîtrisé parfaitement cet outil de production,
les veines, la brique en pierre et le bitume en mortier. Alors d'un coup il décide de créer une tour parce que la tour, certes, elle te permet de te référencer, de te repérer, mais dit le Netziv, elle permet aussi de faire du repérage. La tour est un mirador qui permet La d'observer surveillance. toutes les brebis galeuses qui sembleraient ne pas rentrer dans ce cycle de production. Et c'est un petit peu donc le Big Brother de 1984 qui est là et qui observe tout, qui maîtrise toutes les informations. Donc il y a un Mirador qui est là pour observer de façon à pérenniser le modèle. Donc ils ont une volonté de pérennité totale. Ouais, et ce qui permet petit à petit de créer donc ce monde de totalitarisme total. Donc ça c'est la première lecture possible. Et donc on comprend du coup l'interférence d'Hachem, c'est-à-dire certes, ok, c'est joli, vous êtes unis, mais unis pourquoi? Pour massacrer l'humain? Pour qu'il y ait un groupe d'apparatchiks, ouais, qui viennent régner sur toute la population, comme aujourd'hui encore, dans tous les totalitarismes. Ouais. Ouais. Ah ben ça c'est pas possible, c'est pas l'humanité que je cherchais. Je voulais pas le Hamas, mais je voulais pas non plus l'URSS. Ah oui. Ouais, et ni le totalitarisme. Et donc je veux autre chose, et donc je vient bloquer le processus, donc il va briser l'union. Pour que ce monde totalitaire puisse marcher, tu es obligé d'avoir des consensus au niveau des noms. Mais si tu brises tous les noms, donc après on va tout reprendre à zéro, donc l'humanité va rejaillir. Ouais. Ça c'est donc la première démarche possible qui... Oui. Excusez-moi, donc la tour de Babel, c'était pas simplement pour défier Hachem, c'était Il y a aussi une pour Alors, dominer le monde. on revient maintenant aux deux sens de Rashi qui viennent résumer tout ça. Il dit, mais finalement, Akash Baruch Hu, tu nous prends la tête à gérer tout ce qui se passe là-haut. Ça veut dire, tu n'as pas le monopole de la gouvernance. Et donc, alors, c'est ce qui anime, si vous voulez, la poignée d'oligarques qui gèrent tout ça. La poignée de tous les personnes totalitaires qui veulent, prendre la place de Dieu. Et donc, donc ils ont un problème avec la gestion d'Hachem, ils ont aussi un problème avec le Yechido Shalom, avec Dieu. Parce que si je dis qu'il y a Dieu dans un monde, donc tu ne peux pas, toi, t'abroger la posture de Dieu. Ouais, parce un despote est finalement une sorte de Dieu sur terre. Ouais, c'est ça. Donc tu peux pas. Donc c'est ou lui ou toi, c'est pas possible. Donc les deux premiers pshatim sont liés de Rashi. Ouais, c'est-à-dire que ce sont un peu deux facettes qui vont nous expliquer un petit peu ce qui se tramait à l'intérieur de ces personnes. Mais attention, cette démarche ne rend pas compte du Midrash qui a l'air totalement farfelu, si je puis me permettre de parler ainsi, histoire de placer farfelu dans la tête de ceux qui voudraient faire ça et mettre une attelle. Puisse atteindre les... Ouais, non, pas atteindre le ciel, mais qui va permettre d'éviter que les cieux tombent. Quand tu crois qu'Hachem, il n'a pas d'autre manière de détruire le monde. Une fois, il a mis l'eau, il pourra mettre le napalm demain s'il veut. Il y a quoi que tu joues là? Ouais, non, je mets une attelle, police d'assurance, une attelle pour 1156 ans. Qui permettra de ne pas faire tomber le mur. Ça, on n'a pas rendu compte maintenant. Deuxième démarche, qui nous était inspirée par le terme achadim. Donc, je vous ai dit, toute la charnière essentielle de cette paracha, c'est la définition de keyamim achadim, de dvarim achadim, des paroles, alors qu'on a traduit jusqu'à présent par consensuel, ou contre l'unique de Dieu, pour une nouvelle démarche, qui est la suivante. La deuxième occurrence du terme achadim dans la Torah, se retrouve au moment où Yaakov avait donc bossé comme un malade pour se marier avec son épouse Rachel, qu'il adorait. Et il a donc bossé pendant 7 ans. Le texte le dit, regardez, je suis dans le grand 2. Vayavod Yaakov berachel sheva shanim. Il a bossé pour sa Rachel, sheva shanim, 7 ans. Vous imaginez le bagne, en plus avec un futur beau-père complètement terrible. Ouais, il ne dormait pas la nuit. Ouais, il ne dormait pas la nuit, il passait son temps à regarder les brebis. C'était un travail absolument terrible, titanesque. Mais ce qui est incroyable, c'est que le texte le dit, Vayou be'enav. Keyamim achadim, mais c'était à ses yeux comme quelques jours. Ouais. Donc 7 ans de bagne, le bonhomme, il était tellement amoureux qu'il n'a rien vu passer. Ouais. Maintenant, Keyamim achadim, comme des jours quelques. Une poignée de jours, quelques jours. Si achadim veut dire ici quelques, donc je le transpose dans la première fois où le texte mentionne achadim de la Torah, et donc je dis que je relis le verset de la façon suivante, Vaï kol haaretz, toute la terre avait une seule langue, ça fait achad, ou dvarim achadim, et des paroles quelques. C'est-à-dire quelques paroles, ça veut dire. Il y a une seule langue qui, là on peut l'admettre, on peut accepter, qui peut s'appeler la Shona Kodesh, mais qui débouche que sur très peu de paroles. Alors faites attention.
C'est une communauté de gens qui sont unis, qui sont dans un consensus. Mais le texte nous dit, mais qui parlent très peu. Qui parlent très peu. C'est-à-dire, ils ont une seule langue, donc ils peuvent s'entendre, ils s'entendent. Et puisque ça, ils s'entendent, puisqu'il y a une communauté, et ils vont mettre en place un processus, une tour, mais il n'y a que très peu de paroles. Je pose une question, quand est-ce que dans la vie on rencontre des gens qui font partie du même club, qui s'aiment, et qui parlent très peu? Pardon? Quand on n'a rien à dire, ouais. Mais où est-ce qu'on voit ça? Pardon? Extra, merci. Merci. Comment? Exactement. J'ai pas entendu. Il y a, je pose la question, quand est-ce qu'on voit, donc, vous oubliez maintenant Mussolini, Hitler, tous les totalitarismes, Non, on va là, parle beaucoup. reprendre le texte de façon vierge, avec la définition de Achadim qui voudrait dire quelques paroles. Donc, on est dans un monde qui a une seule langue, donc les gens peuvent se comprendre, mais qui génère que très peu de paroles. Il n'y a que très peu de paroles qui sont générées. C'est, comment dire, révélateur, enfin, comment dire, ça se trouve, ce type de choses, auprès justement de gens qui s'aiment. Et ils ont un tel vécu qu'on peut se suffire presque de non-dit, de complicité. C'est ce qu'on appelle un mode de communication muet. Maintenant, je relis le verset numéro 4. Vayomru Abba nivne lanu ir, on va se créer une ville, au Migdal, et une tour, Verosho Bashamaim, et la tête arrive aux cieux. Vena lanu Shem. J'ai un problème énorme avec ce verset. La tour, c'est un élément physique, constitué de pierre, devient le nom. C'est-à-dire que la tour qu'on a construite ensemble va être le remplacement va être le remplacement du nom. C'est à la place du nom. C'est ce que dit le texte. Ça veut dire que... Quel nom? Vous allez voir. Le nom, c'est la parole. Pas un renom, mais un nom. Ça veut dire que on a tellement construit ensemble, et un couple a mis au monde des enfants, et chaque enfant c'est une tour. Et la tour est la preuve d'une communication qui a existé. Tout ce qu'on réalise dans la vie, Ouais, exactement. avec son épouse, avec son mari, est toujours, comment dire, la preuve probante d'une communication qui a été mise en place antérieurement. Mais c'est pas une garantie. Attendez, laissez-moi venir. Et la tour peut être dans la vie tellement brillante, tellement forte, qu'on pourrait penser qu'elle se substitue de façon parfaite au nom. Et qu'on n'a plus besoin De se parler, parler. de se C'est le parler. danger. Il existe des tonnes de couples qui ont éduqué de façon parfaite leurs enfants, et tous les enfants ont été bien réussis, bien mariés. Ils se retrouvent comme ça, à la retraite, à se regarder dans le blanc des yeux. Non, mais il ne faut pas rigoler. Il y a des gens qui C'est la divorcent. réalité. Des gens qui divorcent. C'est la réalité. 10 ans qui divorcent parce que, mais je crois, on n'a plus rien à se dire. Et pourquoi on n'a plus rien à se dire? Parce que fondamentalement, nous n'avons presque eu, alors c'est un peu gros, nous n'avons presque eu qu'une communication qui était utile, de construction. Et ça, c'est le propre de tout couple. Oui, parce qu'il faut bien décider entre Pampers et Huggies. Il faut bien décider, et dans quel lycée, dans quel collège on met les enfants. Et ça, c'est toute l'aspect. Alors, ça commence par Pampers et Huggies, mais après, ça devient un peu plus complexe. Ouais, que Pampers et Huggies, ça devient des choix beaucoup plus cornéliens. Et c'est ça, en fait, un couple. Il faut gérer des tonnes de choses. Et donc, on pourrait même penser, au fur et à mesure, que la technique qui marche, on a une voiture, on a une maison, les enfants sont bien équilibrés. Ouais, donc, on a ici le vestige de cette communication passée, qui est bien la preuve que tout a marché. Mais là, c'est le Hachem. À ce moment-là, Hachem, il dit non, ça ne marche pas. Il descend, il a tout brisé. Je veux dire quoi, il a tout brisé?
tu veux. Il va tout briser, pourquoi? Parce que, arrivé à un stade où la tour, aussi brillante soit-elle, vient se substituer à l'irruption du langage, à le monde de la communication, alors là, il y a un déséquilibre majeur. Fondamentalement, on finit, grâce à la réussite, à ne plus croire aux vertus constructives du langage. Je donne, c'est une idée assez puissante, et je vous donne une illustration par rapport à ça. Le couple qui va se regarder dans le blanc des yeux, qui va se laisser porter par l'idée à partir de laquelle finalement on a réussi et donc on n'a presque plus rien à se dire, est en train d'une certaine façon de ne plus croire en la vertu de ce que peut faire le langage, et le langage à n'importe quel âge, à n'importe quel moment. C'est important. Le langage essentiel. On arrive ici au troisième sens de Rachi. C'est quoi cette histoire d'attelle qu'on va mettre pour éviter que le ciel nous tombe sur la tête? C'était pas Astérix, c'était pas des Gaulois. Hein. L'idée est la suivante, c'est vrai. Akadosh Baruch Hu a fait une promesse qu'il n'enverrait plus le Maboul, mais une promesse, c'est de l'oral. On ne croit plus au monde oral. Ce qui compte aujourd'hui, ce n'est que la réussite effective. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas croire en la promesse d'Akadosh Baruch Hu, donc on rentre de façon tout à fait claire dans un projet qui s'appelle, on va substituer à la promesse d'Akadosh Baruch Hu une véritable attelle qui va permettre d'éviter que l'eau puisse tomber. C'est un petit peu, donc c'est ça l'idée, c'est comme ça qu'on arrive par cette démarche à comprendre le troisième sens de Rachi. Le troisième sens, il naît à partir du fait qu'on ne croit plus en la dimension, constructive permanente, le jaillissement de la parole, qui va définir les choses, qui va petit à petit amener un individu à découvrir ses sentiments, un petit peu comme cette difficulté que Bergson met en exergue, mais devant lequel Bergson baisse les bras. Alors, regardez comment c'est extraordinaire. On va voir que nous, on ne baisse pas les bras par rapport à ça. Regardez. Akadosh Baruch Hu, donc toujours dans cette dimension, le texte nous dit, il descend, il va confondre les langages. C'est-à-dire qu'on va confondre les langages. Il va amener des individus à être obligés de recréer un langage. Ouais, si je te demande un marteau, tu me donnes un perroquet, c'est qu'il y a un problème entre nous. Donc, il va réinitialiser la fonction langage au niveau de la population, de façon à ce que les individus puissent réapprendre à se parler. C'est en fait, c'est pas une punition cette fois-ci. Dans la première démarche, c'est une punition parce que c'est une protection par rapport au monde. Ouais, il faut à tout prix éviter que le monde bifurque en totalitarisme. Ça, c'est donc l'intervention d'Hachem, SOS pompier. Dans la deuxième démarche, c'est beaucoup plus subtil. Ouais. C'est l'intervention d'Akadosh Baruch Hu qui propose, donc il impose, mais en même temps, c'est une façon de conduire l'individu dans une sorte de trouble colossal. J'arrive plus à comprendre ce que tu dis, les mots n'ont plus le même sens entre les deux, qui va m'obliger à recréer un langage, et dans cette recréation de langage, on va petit à petit redécouvrir la virginité de nos sentiments, on va redécouvrir ce que ça veut dire aimer, on va redécouvrir, et c'est une dynamique permanente de la vie de tous les jours. On dit que, regardez comment c'est intéressant, le texte nous précise que ça s'est passé à Babel, qui est Sham Balal. L'Irak s'appelle Babylonie, parce que ça vient de Balal, qui veut dire que beaucoup il a confondu. C'est une grande, c'est un lieu dans lequel il y avait tous les langues qui étaient totalement confondues, donc on n'arrivait plus à avoir clair. C'est un monde de la non-clarté. Ça, c'est Babel. Et c'est le monde dans lequel on est projeté aujourd'hui. Nous, on est les post-générations de Babel. C'est-à-dire qu'on est dans un monde dans lequel, on n'arrive plus à communiquer, on n'arrive plus à se comprendre, on a énormément de mal à s'entendre, ouais. Et donc à s'entendre. J'arrive pas à t'entendre et donc j'arrive pas à m'entendre avec toi.
Ça, c'est le monde post-Babel. On hérite de ce monde. Mais regardez comment c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui s'est passé de grandiose à Babel? C'est là-bas qu'on a écrit le Talmud Babli. La source ultime de la pensée juive se trouve dans le Talmud Babli. C'est couché sur le papier, la loi orale. La Torah orale, ouais, donc qui a été donnée par Hachem à Moshe, sont toute la façon d'interpréter les versets. Tous les codes d'interprétation des versets, tout ce qu'on doit dire, ça a été donné de façon orale. Au bout d'un moment, ça ne pouvait pas rester oral, il a fallu le coucher sur un papier, parce que sinon on aurait tout perdu. Et ça s'est passé en Babylonie. Ce qui veut dire que le Talmud de Babylonie, qui est, lorsqu'on prend un texte, n'importe lequel, on voit à quel point tout est confus. On passe notre vie à essayer de séparer le grain de l'ivraie, à essayer de comprendre pourquoi il a dit ça, pourquoi il a dit ça. On est dans un brouillard absolument total, et tout le travail de l'étude, c'est de passer du brouillard à la clarté. Ce qu'on fait là maintenant, on essaie de passer du brouillard à la clarté, il y a pas mal de questions. Ben, toute cette démarche en question, on le fait par le biais exclusivement de l'étude, et pas une étude muette, une étude qui passe par la parole. Le Talmud Babli, l'étude de la Torah, est là pour retrouver le langage de la vie. Le monde de l'étude, c'est pour ça qu'il faut être focalisé, il faut avoir du temps, c'est pour ça que vous venez dans un séminaire. Il faut passer du temps dans l'étude, parce que lorsque tu étudies la Torah, tu te reconnectes avec toi-même, tu te reconnectes avec les définitions des choses, et donc tu arrives petit à petit à appeler un chat, mais ça c'est un héritage qui va se donner justement en Babylonie, dans le lieu ultime de la confusion des langages. On va écrire une œuvre extrêmement complexe qui s'appelle le Talmud Babli, et qui va nous livrer cette possibilité permanente de faire jaillir un langage essentiel, un langage authentique, un langage clair, qui nous permet de façon permanente de se régénérer, ceci à n'importe quel moment de sa vie. J'avais lu dans une biographie, pour illustrer ce que je vous dis là maintenant, le biographie de Rabbi Akiva Eiger, qui était le plus grand maître du judaïsme hongrois, mais pas que du judaïsme hongrois, il était le plus grand maître de sa génération, au XVIIIe. Il dit la chose suivante, que c'était un colosse, un crack. Il, donnait pas moins de 32 shiurim par semaine. Dans tous les recoins du Talmud, il avait une connaissance colossale, une puissance colossale. Il n'y a pas aujourd'hui, dans une yeshiva aujourd'hui, on ne peut pas attraper un sujet du Talmud sans passer par Rabbi Akiva Eiger. C'est le passage obligé. Tellement il a apporté, livré au Talmud un héritage exceptionnel dans sa façon de décortiquer la Gemara. La Gemara, le Shulchan Aruch, tout, donc c'est un géant. Il dit, malgré 32 shiurim par semaine, il dit sur lui-même, je passe chaque jour des heures à parler avec mon épouse. Alors, je ne sais pas si c'est une légende, ou pas, mais j'ai parlé avec, des grandes personnes qui m'ont dit la même chose sur eux-mêmes. Alors, ils ne faisaient pas 32 shiurim, ils ne faisaient pas, des heures, mais, j'ai parlé récemment avec une personne que j'estime au plus haut point, et qui m'a dit sur lui-même aussi, qu'il a beau avoir marié tous ses enfants, ouais, il m'a raconté que ses enfants ont un peu pitié parce que maintenant le couple est seul. Les enfants sont tous partis en Israël. Il m'a dit la chose suivante, j'ai trouvé ça magnifique. Il m'a dit que donc, ils ont pitié pour nous le Shabbat quand on est seul, et en fait ils ne se rendent pas compte à quel point, qu'est-ce que c'est riche, qu'est-ce que c'est grandiose, ouais, de pouvoir être avec mon épouse et de pouvoir parler. Donc c'est exactement l'illustration de ce que je vous dis là maintenant. Lorsque on a placé sa vie sous la recherche de la bonne communication, c'est-à-dire trouver les mots, faire ce travail énorme, et transmettre aux enfants aussi une clarté. Il faut être clair dans la vie. Et clair, ça ne vient pas comme ça. Ce n'est pas des recettes de cuisine, ce n'est pas des potions magiques, ouais, ce n'est pas des brachot non plus, c'est un travail permanent. Appeler une chose par sa bonne définition, essayer de trouver le bon sentiment, c'est la dynamique permanente. Il ne faut pas attendre, l'horizon que propose, un horizon impossible que propose Bergson. Il dit que finalement, la seule personne qui pourrait attraper, le langage, le véritable langage, ce serait donc une sorte de poète, un poète qui serait totalement en connexion avec la nature. Non, nous on a ce challenge permanent, par le biais de l'étude de la Torah, de pouvoir arriver à ce niveau de clarté. C'est ça en fait le but de l'étude de la Torah. Le but de la Torah te donne en permanence sur la vie un regard clair. Et c'est ça en fait qu'on essaie de drainer par tout l'investissement qu'on a dans cette Torah orale. Justement, on est l'essentiel de la Torah, c'est la Torah orale. C'est ça les décodeurs du texte écrit. Sans la Torah, il n'y a rien.
Ouais, c'est totalement insipide. C'est justement le passage par l'expression, par la compréhension, par la sémantique, par la linguistique, qu'on arrive petit à petit à attraper une idée et donc à vivre quelque chose d'authentique dans sa vie. Voilà un petit peu donc ce qu'on peut attraper au niveau des deux démarches, à ma connaissance, hein, il y en a d'autres certainement, par rapport à ce texte. Bravo. Merci. Vous savez, j'ai pas bien entendu Et on reste, le nom de...